Bonjour à tous, je suis Frédéric Lahari, je suis heureux de vous accueillir dans le Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Au programme de ce 8e numéro de la saison, un invité, Didier Tholo, l'ancien attaquant notamment des Girondins de Bordeaux, que les supporters n'ont pas oublié, joueur de nombreux autres clubs, Niort, Reims, Saint-Étienne, les Young Boys de Berne, Vevey, et qui est maintenant entraîneur. Il a entraîné Sion, il a entraîné Nancy et d'autres clubs, et notamment Libourne-Saint-Seurin dans la région. Aujourd'hui, Didier va nous parler de 5 matchs qui ont eu lieu cette saison, qu'il a choisi. Et, il va nous porter son regard d'entraîneur pour des raisons bien précises qu'il va nous expliquer. Alors bonjour Didier, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour, ouais, ça va bien. Cette période de confinement, mais voilà, on essaye de faire avec, il faut rester très prudent. Voilà, c'est pour ça que nous faisons ce Sportcast à distance pour respecter ces règles de confinement. Donc, veuillez nous excuser à l'avance si le son est moins bon que d'habitude. Alors, nous allons commencer par le premier match que vous avez choisi. Il s'agit de Bordeaux-Strasbourg, qui a eu lieu le 15 décembre 2019, avec une victoire strasbourgeoise au stade Matmut Atlantique. Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi ce match en particulier. J'ai choisi ce match parce que d'un point de vue tactique, il y avait quelque chose de très intéressant. Bordeaux, avec son système entre 3-4-3, avec deux joueurs derrière l'attaquant, mettait un petit peu à mal les équipes adverses. Les équipes adverses avaient du mal à pouvoir distinguer l'organisation et les mettre un petit peu en danger. Et j'ai trouvé que Strasbourg avait fait quelque chose qu'on fait par moment quand on est entraîneur, c'est-à-dire c'est la tactique de l'effet miroir. Ils se sont mis dans la même tactique que Bordeaux en leur laissant le ballon. Donc c'est une adaptation à l'adversaire, mais non pas pour pas subir, mais en ayant des points bien précis, parce que on sait que les Girondins, les premières relances de Bordeaux, ils cherchent beaucoup l'intérieur, donc ils cherchaient dans ce match-là Adli et Depréville. Il y avait aussi donc avec ce système miroir, c'est-à-dire la même composition, le fait de pouvoir presser Otavio et Benasser. Et on a vu que Bordeaux était très en danger. Ils ont eu la possession du ballon, mais en bloquant cette partie du terrain, donc la récupération à mi-terrain, ça avait pour objectif de récupérer des ballons au milieu de terrain et d'aller très vite vers l'avant, notamment du côté de Pablo. Donc voilà, c'était une stratégie de match qui était préparée. Donc j'ai aimé l'étude, j'ai aimé la mise en place, profiter de ses points forts aussi parce que Strasbourg avait ce jour-là York en point d'appui, avait la vitesse de Carroll, de Lala et de Thomasson. Donc, j'ai trouvé que c'était des moments, on change un système, on s'adapte à l'adversaire, mais c'est vraiment pour mieux le contrer. La preuve, c'est que Bordeaux n'a pas eu vraiment d'occasion et Strasbourg l'emporte 1-0. D'autant que Strasbourg avait ouvert le score très rapidement. Oui, donc ça les a confortés. Le scénario l'avait renforcé. Voilà, ça les a confortés dans ce scénario, mais ils avaient vraiment bloqué l'intérieur à étudier. On sait que les premières relances, Sousa aime bien relancer à l'intérieur du jeu pour pouvoir trouver un point d'appui plus haut et finir un petit peu sur le côté avec les pistons. Là, ils avaient carrément bloqué ça et dès la récupération, ils allaient très vite vers l'avant dans la mesure où les deux pistons de Bordeaux étaient déjà très haut. En tant qu'entraîneur, vous l'avez déjà fait ça, d'adapter complètement votre organisation à une équipe adverse? Oui, j'ai été obligé, moi, quand on était à Sion, quand vous êtes un petit et que vous allez jouer à Liverpool, vous allez jouer à Rubin Kazan, vous savez que vous allez souffrir, donc vous adaptez forcément, vous restez bloc mi-terrain et vous essayez de bien gérer cet intérieur du jeu qui est très problématique quand vous êtes le petit, et puis de pouvoir contrer. Et si vous avez l'occasion de pouvoir marquer, vous faites douter l'adversaire, vous renforcez le plan de jeu par rapport à vos joueurs, et ça devient très intéressant. Et pour Bordeaux, c'est un scénario qui est arrivé quand même assez régulièrement, c'est-à-dire que l'adversaire s'est adapté, même sans forcément faire une organisation miroir, c'est souvent adapté au 3-4-3 de Sousa. Oui, et puis c'est pour ça que j'avais dit que ce qui me gênait, c'est de pas avoir un plan B, c'est-à-dire que une organisation, elle est étudiée, elle est valorisée. On a vu que même si je comprends la stratégie et l'envie de Sousa de continuer dans son système, on a vu qu'au fil des matchs, il a été obligé finalement de changer et d'évoluer. Oui, il a changé, il a su aussi s'adapter. Oui, il a su s'adapter à
voilà, à l'adversaire et surtout avoir aussi de surprendre l'adversaire en changeant de système. Ok, on va passer au deuxième match que vous avez choisi. On change totalement de contexte. On passe à la Ligue des Champions et à la qualification du PSG contre Dortmund. C'était le 12 mars dernier. On a l'impression que c'est très très loin alors que ça fait Ouais, c'est vrai. quelques jours. Donc c'était un match à huis clos. Donc c'est pas Ouais. évident parce que Non, ce soir-là vous avez vu des choses, mais surtout vous en avez entendu des choses. oui, oui. Ce match-là, il est très particulier parce que le football, ça se joue avec du public. J'ai horreur des matchs à huis clos. Je pense qu'on a besoin des supporters, on a besoin des ultras. Ça n'a pas la même saveur quand vous regardez un match qui a du public. Tout ce contexte-là est un contexte finalement négatif où on n'a pas forcément envie de regarder le match. On a l'impression que c'est un match un petit peu amical, un match un peu de quartier, même si c'est un gros match. Mais par contre, quand vous le regardez en tant qu'entraîneur ou en tant que vraiment l'étude du match, c'était mine d'or ce match-là parce que sans bruit, sans public, vous entendez tout ce qui se dit sur le terrain, vous faites beaucoup plus attention aux réactions. Et là, j'ai vraiment vu, comme tout le monde certainement, puisqu'on en a pas mal parlé après, mais le rôle d'un leader, le rôle de Marquinhos a été essentiel dans ce match. Sur l'attitude, sur le jeu, il a été en permanence en train de gesticuler, de parler pour que le bloc équipe soit toujours très présent et que les espaces entre les lignes soient le plus réduits possible. On l'a vu faire remonter le bloc, rappeler Neymar, rappeler les milieux pour qu'ils puissent être bien en place. Et ça, je veux dire, quand il y a du monde, on le voit pas forcément. Mais là, on l'a vraiment vu, on l'a vraiment entendu, ça a été vraiment quelque chose de primordial. Puis après, il y a l'attitude sur l'équipe. Alors, de derrière, on l'a entendu parler, replacer les milieux de terrain, replacer ses latéraux, bouger ses attaquants quand ils faisaient pas l'effort. Donc, c'était pour moi une communication très constructive. Et puis, on l'a vu encore en plus dans les 15 dernières minutes où Paris a souffert. Et là, il s'est transformé en leader, je dirais, de communication, une communication positive, en encourageant, en disant qu'il fallait pas lâcher, voilà. Et aujourd'hui, on sait que par rapport à un entraîneur, avoir des leaders, des relais sur le terrain, c'est très, 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 très important. Et que ça soit dans des petites équipes, des moyennes équipes ou des équipes de très haut niveau. Et on a vraiment vu ce soir-là le rôle de leader que pouvait tenir Marquinhos. Surtout qu'il joue à un poste stratégique. Il a le jeu devant Oui. lui, donc il voit tout. C'est vraiment l'idéal d'avoir un leader comme ça. Voilà, sa position, quand il est au milieu de terrain, on ne voyait pas forcément. On l'a vraiment vu derrière. Alors, Thiago Silva a aussi beaucoup de qualités, mais pas ce leadership que peut avoir Marquinhos et qu'il a pris sur ce match. Et je pense qu'il a été primordial dans l'envie, dans la communication, dans le replacement, voilà, il a toujours été sur les coups de pied arrêtés. On l'a entendu beaucoup, alors que quand il y a un peu de public, quand on regarde le match à la télé, qu'on n'est pas sur place, on ne le voit pas. Il a été énorme sur ce plan-là. Et ça a été le fait marquant du match parce que vous pensez qu'il a vraiment influencé le résultat et Ah oui, oui. la qualification. Ah oui, oui. Paris était Oui, très concerné ce soir-là. Je pense que Paris est très concerné. C'est aussi très difficile d'une équipe de jouer sans, même s'il y avait beaucoup d'enjeux. Il faut se mettre dans le rythme. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de public, il y a pas, voilà. Donc, il faut se mettre. On entend tout, ça résonne tout. Mais il a été vraiment le leadership dans 3 points de vue, c'est-à-dire au niveau de l'espace bloc équipe par rapport à sa position. Donc, il n'a pas laissé d'espace entre les lignes, ce qui n'a pas permis à Dortmund de pouvoir faire les actions qu'ils avaient fait, notamment chez eux. Les petits détails de remplacement pour couper les espaces, pour bien fermer l'intérieur, voilà. Là, il a été directif. Et puis, il a eu surtout ce rôle de bouger tout le monde un petit peu quand ça allait un peu moins bien, en bougeant et en ayant des mots positifs, en encourageant. Voilà, il a vraiment rempli ce rôle à merveille. Et ça, pour un entraîneur, c'est un relais fantastique. Ok, ensuite on reste dans la Ligue des Champions pour le troisième match que vous avez suivi. Alors c'est un match complètement fou. Il y a eu 5 buts. C'est le match Liverpool contre l'Atlético Madrid. C'était le même soir, c'était le 12 mars.
Là, le match n'était pas à huis clos. D'ailleurs, c'était Ouais. un petit peu étonnant et on peut peut-être le regretter après coup. Mais il y avait une ambiance exceptionnelle. Ce soir-là, Liverpool a eu la qualification en poche à un moment, au début de la prolongation, a raté l'occasion vraiment de tuer le match, comme on dit. Et l'Atlético est revenu et est passé devant en marquant 3 buts. Et vous retenez notamment l'aspect tactique de l'Atlético et de son entraîneur Diego Simeone, qui est un expert tacticien et motivateur aussi. Qu'est-ce qui vous a marqué ce soir-là? Alors, il y a deux choses qui m'ont marqué. Il y a eu deux aspects dans ce match. Alors, voilà, je pense que je suis comme tous les supporters et les fans de football. Je préférais voir évoluer Liverpool que l'Atlético de Madrid. Voilà, on est tous portés vers l'avant, on est tous, voilà. Mais il y a deux choses importantes. La première, c'est que le football, tu as beau dominer, tu as beau avoir des occasions, tu as beau avoir la main mise sur le match. Il y a eu des occasions, Mané, Firmino, Salah. Mais la beauté finalement de ce football, de ce sport, c'est qu'il y a toujours une part d'impondérable. On peut tout mettre en place, on peut tout prévoir, on peut tout. Il y a la réussite, il y a la chance, il y a la forme du jour. Et ce jour-là, voilà, Liverpool a moins eu de réussite, a pas eu les gestes vraiment au bon moment. Et voilà. Et vous avez beau dominer un match, vous avez beau tout mettre en place, vous avez beau préparer du mieux possible, le football reste, et c'est la magie aussi de ce sport, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même une part d'impondérable, une part de réussite, une part de chance, voilà, qui n'est pas finalement maîtrisable. Il y a effectivement cette capacité de Diego Simeone à transcender son équipe et à la faire, et même quand c'est à 2-0, tout le stade est contre l'équipe, il y a une ambiance incroyable, mais il réussit à galvaniser encore ses joueurs par son attitude sur le bord de touche, et par son travail au quotidien aussi. Oui, alors après, l'autre aspect, c'est un travail tactique, une discipline défensive de tous les instants, une abnégation, défendre pendant 90 minutes, même en étant mené, fermer les espaces, et une culture tactique impressionnante. Mais moi, ce qui me marque encore plus, c'est assez facile. C'est plus facile de mettre une structure défensive qu'une structure offensive. Mais c'est la force de persuasion du management de Simeone. On le voit, il est dur, il est inflexible, là, mais il est obligatoirement proche de ses joueurs pour arriver à que ces stars, Joao, Diego Costa, Correa, défendent pendant 80 minutes, 70 minutes. Et c'est des stars, c'est des grands noms du football. Arrivent à faire ça en étant persuadés qu'à un moment donné, ça va s'ouvrir et que le score va évoluer pour eux. Ouais, c'est au niveau du management, pour moi, c'est chapeau parce que c'est faire jouer un peu ces joueurs-là à contre-courant, à contre-envie. Et si vous n'avez pas un management très certainement rigoureux, mais aussi très très proche de ces joueurs, ça passe pas. À un moment donné, ça casse. Et au fil des années, on s'aperçoit que chez lui, ça casse pas, ou Mm. ça casse très peu. Et il arrive quand même à se renouveler et à maintenir cette relation, cette capacité à ce que ses joueurs le suivent. En fait, c'est ça là, aussi Oui, le oui, rôle de oui, l'entraîneur. oui, oui, Par oui, ses mais joueurs. quand un entraîneur, quand vous faites un entraîneur, vous savez, tous les joueurs ont envie, même les défenseurs centraux ou les latéraux, ils ont envie d'attaquer et tout ça. Donc, quand vous mettez un jeu en place, c'est facile de dire à des joueurs, écoutez, on va jouer à 4 attaquants, on va attaquer, même si on prend 2 buts. Alors que là, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'on va être rigoureux, on va être bloc bas, on va souffrir pendant 80 minutes, mais on va y arriver. Ce message-là, il est beaucoup plus dur à faire passer et beaucoup plus dur à durer dans le temps. Je pense que son management est certainement le mix qu'il faut arriver entre une dureté, une exigence, une volonté et quelque part être un peu paternaliste parce que je suis persuadé qu'il est très près de ses joueurs. Est-ce qu'on peut le rapprocher malgré tout de Jürgen Klopp à Liverpool, même si c'est pas le même jeu? Jürgen Klopp aussi proche de ses joueurs, il leur demande aussi un pressing important, il leur demande voilà, des efforts. Est-ce que dans l'esprit, même si c'est pas du tout le même jeu, on peut les comparer d'après vous? Oui, 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 je pense qu'on peut les comparer dans l'attitude. Il n'y a certainement pas la même personnalité en tant qu'homme, mais dans l'attitude, oui. En France, on a trop l'habitude de dire qu'aujourd'hui, quand vous faites de la communication avec vos joueurs ou vous essayez qu'on est trop gentil. Et ça m'a toujours rendu fou qu'on puisse dire d'un entraîneur qui est trop gentil. Non,
c'est pas quelque chose de gentil, c'est essayer d'amener le joueur à être à 100, 110, 120% chaque fois. Si l'entraîneur est trop gentil, il ne pourrait pas y arriver. C'est pas possible. S'il est trop gentil dans Non, le sens où il laisse passer des choses à ses joueurs, il ne pourrait pas arriver à ce résultat. non, mais c'est pas laisser passer des choses. Mais à partir du moment où aujourd'hui, vous êtes obligé d'être dans le dialogue, vous êtes obligé d'être dans la discussion. Je pense que la grande évolution de ces deux entraîneurs-là, qui sont à l'opposé au niveau tactique, c'est de mettre un plan de jeu, parce que c'est eux qui décident, mais que ce soit les joueurs qui se l'approprient. Et là, on a l'impression que quand on voit jouer ces deux équipes-là, les joueurs s'approprient ce système, s'approprient cette façon de jouer, et ça devient la leur. C'est plus celle de l'entraîneur. Et à partir du moment où ça devient celle des joueurs, vous avez gagné une grosse partie de votre boulot. Dans un autre style complètement différent, on peut penser peut-être à Michel Hidalgo, qui a disparu récemment, Oui. aussi, à qui on reprochait à l'époque parfois d'être trop gentil. Mais finalement, les joueurs qui l'ont eu comme entraîneur disent ils faisaient l'équipe et après ils nous laissaient libres de s'approprier du jeu. C'était un peu ça à l'époque aussi, même si c'était complètement Oui, différent mais à l'époque et tout ça. oui, oui. Oui, et puis en France, on a l'habitude que il faut un peu gueuler, il faut être gueulard pour pouvoir faire avancer les choses. Moi, j'ai toujours dit, j'ai jamais vu un chef d'entreprise qui a 100 ou 200 salariés dans son entreprise les réunir sur la place publique pour régler ses comptes. Je veux dire, moi, quand j'ai besoin de dire quelque chose à un joueur, c'est dans mon bureau en tête-à-tête et ça doit être pareil avec ces deux grands, très, très grands entraîneurs. Ça veut dire que les choses, elles se règlent en tête-à-tête, en face. Et il y a certainement un respect, un très gros respect entre l'entraîneur, le joueur et l'entraîneur. Ok, on va passer maintenant à un cas, une étude de cas, on va dire, de F Session que vous connaissez. Euh, donc, c'est une équipe plutôt en danger défensivement, donc il doit trouver son équilibre. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le F Session? Je veux dire, voilà, c'était quand vous avez, voilà, moi, j'ai pas de club. Quand on vous fait la demande d'un conseil, vous faites quelques dizaines de matchs pour essayer de trouver des solutions. Et l'exemple de Sion, c'est que Sion prend trop de buts. Donc, quand vous prenez forcément trop de buts, le classement n'est pas forcément en adéquation à ce que vous avez prévu. Donc, le premier réflexe, toujours, quand on dit, bah voilà, on prend trop de buts, qui est incriminé? En premier cas, la défense. Mais pour moi, c'est trop facile dans cette situation. Sion, ils ont deux latéraux très offensifs, ils ont deux numéros 6 qui sont plutôt des créateurs, ils ont des joueurs offensifs qui font un peu d'efforts défensivement, mais ne le font pas. Et je pense qu'en regardant ces matchs-là, on arrive à définir que finalement, c'est pas une ligne qui est responsable, mais c'est l'équilibre de cette équipe-là. C'est bien d'avoir beaucoup de joueurs de ballon, mais dans une équipe, dans n'importe quelle équipe, je crois qu'il faut avoir des porteurs d'eau. Alors, il y a rien de péjoratif à ce que je vais dire, à des porteurs d'eau, mais c'est des joueurs qui ont un peu moins de renommée, qui sont un peu moins visibles, qui font un peu moins de roulettes, mais qui ont une utilité max dans la compensation, dans le replacement, dans l'impact physique, dans la zone importante qui est toujours occupée, ce qui s'appelle d'avoir une sécurité défensive. Quand vous avez un latéral qui monte et que l'autre monte en même temps, si vous avez vos 2-6 qui sont plus hauts, vous envoyez des mines à vos défenseurs centraux. Si vous avez vos 2-6 qui sont plus là, vous avez des joueurs lancés qui arrivent sur votre défense. Donc, ce qui est important, c'est toujours un équilibre d'équipe qui te permet d'être très, très performant ou beaucoup plus performant, notamment dans ta zone de transition qui est entre l'attaque et la défense. Et plus tu seras placé comme il faut, plus ton équipe sera je veux dire, en compensation et sans courir, parce que finalement, rester en place pour occuper une zone, pour qu'elle soit pas libre et pour qu'on puisse pas toucher le ballon dans cette zone-là, ça fait aussi faire du football. Donc voilà, quand une équipe elle prend beaucoup de buts, on a toujours l'impression que c'est les défenseurs. Et finalement, il faut des joueurs de ballon. Moi j'aime jouer au football, on aime tous jouer au football, mais il faut aussi avoir des joueurs de l'ombre et des joueurs qui sont très importants. Je veux dire, quand on voyait en équipe de France, à un moment donné, quand ça marchait bien, je vais revenir avec Didier Deschamps. Didier Deschamps, ça n'a jamais été quelqu'un qui était technique, très physique, mais c'était quelqu'un qui était intelligent dans le jeu et qui faisait aussi que les joueurs devant lui, les joueurs beaucoup plus créatifs, étaient dans de meilleures conditions. Quand vous regardez un match comme ça, quand vous étudiez un match, qu'est-ce que vous regardez en premier? Je
regarde beaucoup à la perte du ballon, le premier ballon perdu, comment l'équipe réagit, le mouvement de toute l'équipe en général. Voilà, c'est l'exemple de Sion là, c'est que quand ils avaient le ballon, vous restez, vos deux centraux restent derrière et les autres sont à la limite tous devant. Vous pouvez pas jouer. Alors oui, marquer des buts, c'est bien parce qu'il faut du mouvement devant, mais avoir 5 à 4 joueurs offensifs, ça suffit pour marquer des buts. Mais vous êtes beaucoup moins en danger quand vous la perdez et beaucoup plus présent pour la récupérer surtout. Oui, parce que Donc à partir du moment où vous la récupérez beaucoup plus vite, vous faites moins d'efforts défensivement, donc vous gardez beaucoup plus d'efforts pour le domaine offensif. et puis vous êtes mieux placé pour attaquer. Quand vous défendez Oui, bien, vous oui, récupérez de meilleurs ballons, forcément, donc vous êtes mieux placé pour oui. attaquer. Voilà, vous avez moins de courses vers votre but, vous avez plus de courses, des courses courtes mais agressives. On a tendance à dire que cette équipe, elle est pas agressive, ils ont pas envie. Mais c'est pas ça. À partir du moment où vous êtes à 20 mètres du joueur ou devant lui, vous faites une course de 30 mètres. Donc une fois que vous arrivez sur le joueur, il a le temps de passer le ballon. Vous êtes toujours à contre-courant. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est pas une équipe agressive, mais ce n'est pas ça. C'est une équipe qui a pas d'équilibre. Tout à fait. On va finir avec votre 5e choix et on parlait d'un cas un petit peu plus précis individuel. C'est le Lyon Juventus en Ligue des Champions. C'était fin février. Lyon avait battu la Juventus en 8e de finale aller. Le match retour n'a toujours pas eu lieu malheureusement. Lyon avait gagné 1-0 grâce à un but de Lucas Touzard. Mais vous, ce qui vous avait marqué, c'est la performance de Bruno Guimaraes, le Brésilien qui venait d'arriver à Lyon. Et vous dites qu'il a changé l'équipe, en gros. Parce que moi, je suis toujours, voilà, comme tout entraîneur, on est sur le regard sur la qualité collective, le bloc équipe, les schémas de jeu. Mais le haut niveau, le très haut niveau, c'est aussi la qualité individuelle qui est aussi le lot de la réussite. Moi, je prends l'exemple de Lyon parce que ça m'a marqué, ça a marqué beaucoup de gens. Un seul joueur peut te changer complètement ton équipe. Voilà, parce que voilà, dans ce match-là, c'est flagrant. Guimaraes, il va permettre à Lyon d'avoir plus de maîtrise, de moins subir, d'être plus efficace et au final de gagner ce match. Alors, je dis pas que c'est lui qui l'a gagné, mais c'est un pion essentiel qui a fait qu'on n'a pas vu la même équipe contre la Juventus, Lyon contre la Juventus que le Lyon d'avant. C'est pas non plus parce que c'était la Juventus, il y a certainement un peu de ça, mais c'est surtout parce que ce rôle-là, il venait d'arriver, il était toujours placé au bon endroit pour ressortir le ballon, pour orienter le jeu, donc avoir une plus grande maîtrise. Et le fait de moins subir, vous subissez moins parce qu'il a cette qualité-là à garder les ballons, à pas le perdre, même avec 1 ou 2 joueurs sur lui. Il a toujours réussi à sortir un ballon assez propre. Lyon a été aussi beaucoup plus efficace dans cette transition parce que la première passe, il l'a toujours fait vers l'avant. Il l'a toujours fait dans les intervalles. Il a cassé les lignes. Donc à partir du moment où il casse même les lignes de la Juventus, c'est un effort supplémentaire à la Juventus de ne pas défendre vers l'avant, mais d'être obligé de courir vers son but. Voilà. Et puis aussi, il a valorisé ses partenaires parce que Aouar a eu un peu plus de liberté un peu plus haut. Et ça a permis aussi d'être très efficace sur ce côté, notamment sur le but. Voilà. Donc, c'est un débordement d'Aouar pour un but de Touzard, qui sont des milieux de terrain aussi, et les deux milieux de terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, le football, c'est un sport collectif, ok, mais les individualités, à n'importe quel poste, à un moment donné, te font gagner. Et on l'a vraiment vu sur ce match-là. C'est-à-dire qu'un pion qui est un nouveau pion. Alors, c'est aussi pour ça que tout le monde a des cellules de recrutement pour essayer de trouver le bon joueur au bon poste. On peut parler d'un gardien de but qui fait 2 arrêts ou 3 arrêts, comme Navas a pu faire dans certains matchs. C'est aussi quelque chose qui te fait gagner les matchs. Oui, tout à fait. Ce qui est surprenant de sa part, c'est qu'il s'est adapté très, très vite parce qu'il est arrivé dans un nouveau championnat, un nouveau continent, nouvelle culture et tout de suite, c'est vraiment la marque d'un grand joueur de s'adapter. Oui, c'est vraiment la marque d'un grand joueur. Et puis voilà, après, il a été peut-être un peu plus en difficulté dans des matchs. Il sera peut-être un peu plus en difficulté. Mais cette qualité, cette intelligence de jeu, voilà, ça s'apprend pas. C'est quelque chose qui est un peu inné parce qu'il a joué tous les ballons vers l'avant. Il a valorisé l'équipe de Lyon.
Voilà, et je prenais cet exemple-là parce que finalement, c'est pas quand on est entraîneur, on cherche beaucoup de solutions, on cherche quand ça va pas trop, on essaye, voilà. Et il suffit de trouver le petit déclic, le petit plus qui fait que voilà. Moi, j'ai eu le bonheur aussi d'entraîner à Libourne quand on a le plus petit budget, voilà. Mais je trouve Valbuena en maillon libre en 10. Ça te fait la différence. Voilà, donc il suffit d'un petit pion qu'on arrive à trouver. C'est ça le plus dur pour un entraîneur, c'est de chercher, d'essayer de trouver ce pion-là au bon endroit, au bon moment et qui va valoriser l'équipe. Ok, merci beaucoup Didier, c'était vraiment passionnant. J'espère que les fans de foot apprécieront aussi. Vous pouvez retrouver cet épisode du Sportcast de Sud-Ouest et les précédents sur notre site sudouest.fr, sur notre page Acast, Spotify, Deezer, YouTube ou sur les applications Apple et Google Podcast. Merci beaucoup, à bientôt.